je ne suis ni atlantiste, ni poutinophile. On sortirait du commandement intégré de l'OTAN? Non, on y est rentré, il ne s'agit pas de ne pas être atlantiste, c'est pas ça. C'est de ne pas s'aligner sur les États-Unis. Parce qu'il paraît que dès qu'on critique Poutine, ça veut dire qu'on était aligné sur les États-Unis. Sortons de ce manichéisme. Je ne suis pas atlantiste, mais je ne suis pas poutinophile, ni poutinolâtre. Et si M. Poutine était venu à Paris, je lui aurais dit, qu'est-ce que vous faites en Syrie? Quel est votre objectif en Syrie? Quelle est votre porte de sortie en Syrie? Vous allez rétablir Bachar el-Assad et après? Comment vous allez faire? Et donc, moi, mon objectif, c'est une France qui n'est inféodée à personne et qui poursuit deux objectifs. La défense des intérêts de la France, bon, c'est priorité. Et deuxièmement, voilà, on va encore vous dire que Juppé, bisounours, oui, la paix. La paix. La France doit être un artisan de paix sur la scène mondiale avec l'Europe face à des grands empires qui ne font que des bruits de bottes. Il faut que nous rappelions les vertus du multilatéralisme, de la recherche pacifique du règlement des conflits et que la France soit un artisan de paix. Je crois que là, il y a aussi un rôle historique important à jouer. Quelles sont les voies pour restaurer cette puissance européenne quand on considère qu'elle est nécessaire? Je pense que c'est un enjeu essentiel parce que face au délitement de l'Europe que vous évoquez à juste titre, qu'est-ce qu'on fait? On laisse s'écrouler, hein, on ne fait rien, on ne réagit pas. On crie avec les loups qui veulent démanteler l'Europe. Je pense que ce serait une catastrophe absolue. Prenons bien conscience de l'état du monde. J'ai parlé tout à l'heure de la montée des nationalismes, des populismes. Même en Allemagne, on voit ressurgir des mouvements d'extrême droite. On voit aussi réutiliser le mot de guerre froide aujourd'hui, entre l'Est et l'Ouest. Tout ça, moi, m'inquiète énormément. Et je pense que l'Europe a plus que jamais sa raison d'être, sauf qu'il faut la reconstruire. Il faut d'abord régler l'affaire du Brexit. On ne peut pas divorcer et rester dans la maison. Et il faut que les Britanniques tirent toutes les conséquences de leur choix. Et nous devons là-dessus être tout à fait fermes. Il ne s'agit pas de s'antagoniser avec la Grande-Bretagne. On trouvera un moyen de vivre avec elle, mais en étant fermes sur nos principes. Par exemple, la liberté de circulation, ça ne se négocie pas. C'est les biens, les services, les capitaux et les hommes. Et puis, on ne peut pas être dehors et essayer de bloquer les décisions de ceux qui sont dedans. Donc, il va y avoir une négociation difficile, mais essentielle. Il faut qu'elle soit aussi rapide que possible. Ça va commencer, vous voyez, le calendrier n'est pas facile, hein, parce qu'en France, nous avons les élections présidentielles. En Allemagne, nous aurons jusqu'au mois de septembre ou octobre les élections fédérales. Et donc, il va y avoir une année 2017 extrêmement difficile. Mais après, il ne faut pas trop tarder. Et puis après, il faut surtout tirer les conséquences de ce que nous faisons à 27. Qu'est-ce que nous allons faire de cette Europe qui nous reste un peu comme ça sur les bras? Je ne suis pas tout à fait aussi pessimiste que j'ai pu sembler l'être en parlant d'élitement de l'Europe. À Bratislava, on a bien vu quand même qu'il y avait un début de prise de conscience. Par exemple, on va peut-être enfin se donner les moyens de faire respecter les frontières extérieures de la zone Schengen, qui aujourd'hui est une faillite, il faut bien le dire. Nous n'avons ni les moyens humains, ni les moyens juridiques, ni les moyens budgétaires de faire respecter les frontières. On a décidé enfin de créer une nouvelle agence avec un corps de garde-frontières, un corps de garde-côtes. On va voir si ça va réellement fonctionner, mais ça va dans la bonne direction. Et par ailleurs, je vois que l'idée de la défense de l'Europe, de la sécurité de l'Europe, dans un monde qui est extrêmement dangereux, est en train de revenir à l'ordre du jour. Les Allemands remettent de l'argent dans leur budget de défense. Hein, et on commence à parler, pardon de ce vocabulaire un peu technique, peut-être de coopération structurée en matière de défense entre les pays qui ont quelque chose à faire en matière de défense, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, peut-être la Pologne et quelques autres. C'est un peu les Arlésiennes quand même, ça. Pardon? La défense européenne. Non, mais vous savez, les Arlésiennes, ça commence petit à petit, parfois, devant la réalité à prendre corps. Hein, parce que si on dit c'est une Arlésienne, ça veut dire quoi? Non, mais on ne peut rien faire. Oui, moi, je ne suis pas du tout dans cette attitude qui consiste à dire c'est difficile, donc on ne fait rien. On n'y est pas arrivé hier, donc on ne fait rien. Moi, je pense qu'il faut reprendre l'offensive et surtout poser cette question fondamentale. Hein, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a quelque chose en commun en Europe? C'est un peu la même chose qu'en France. Quand je parle de la diversité ou de l'identité heureuse, ça veut dire quoi? Nous sommes divers. Il faut respecter cette diversité, mais ça ne marche que si on a quelque chose en commun. Si on n'a pas un bien commun entre Français, il n'y a pas de nation française. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Mais c'est pareil en Europe. Est-ce qu'il y a une civilisation européenne? Est-ce qu'il y a une culture européenne? Est-ce que quand on est au fin fond de l'Asie, on s'est dit, tiens, l'Europe, c'est pas pareil. Quand on est au fin fond, même de l'Amérique, on s'en rend compte aujourd'hui. De la Turquie, oui, mais la Turquie, j'étais le premier responsable de ma formation politique bien avant 2007, et c'était encore Jacques Chirac qui était président de la République, à faire voter à l'époque l'UMP contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne,
Pas parce que je suis hostile à la Turquie, qui est un grand pays avec lequel il faut des relations aussi étroites que possible, mais parce que dans l'état de fragilité actuel de l'Union européenne, et demain aussi, faire entrer la Turquie n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que nous avons en commun? Moi, je suggère peut-être qu'on organise un jour une grande conférence des consciences européennes. La mode n'est pas aux élites. On a besoin des élites intellectuelles, philosophiques, économiques, sportives, pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on a en commun quand on est européen? Vous voyez à quel point nous comprenons mal l'Amérique aujourd'hui. On est sidéré par la trajectoire de M. Trump. J'espère qu'elle n'ira pas jusqu'au bout. Parce qu'on connaît mal l'Amérique. Et que l'Amérique, ce n'est pas l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Qu'est-ce que nous avons en commun? Je crois que nous avons des choses en commun. À 27. Est-ce que vous iriez vers plus d'Europe? À 27 ou moins. Ça peut être en moins. Ça peut être à moins. Ça peut être aussi en plusieurs cercles. Il peut y avoir le cercle de famille. Il peut y avoir les colocataires autour. Et puis après, il y a le voisinage. Il est évident qu'avec la Turquie, on aura des relations de voisinage, et avec d'autres aussi. N'oublions pas le sud de la Méditerranée. Et puis, le destin de l'Europe, il est lié à celui de l'Afrique. Hein. On prend conscience aujourd'hui qu'il va y avoir 2 milliards d'Africains en 2050. Si nous n'arrivons pas à développer avec l'Afrique des relations nouvelles, fondées non pas sur l'aide, mais sur l'investissement mutuellement avantageux, nous ne maîtriserons pas les flux migratoires. Vous voyez les enjeux considérables qui sont devant nous et qui nécessitent, je crois, un nouveau redémarrage de l'Europe. Par exemple, une visite de Trump serait quelque chose d'inquiétant. Vous avez vu son degré de connaissance de l'Europe et de la France? Donc inquiétant. C'est assez inquiétant quand même.